Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous santé sur Ifriqiya FM, Santé Magafrique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet délicat mais crucial qui touche aussi bien nos hôpitaux que notre confiance dans le système de santé, les infections nosocomiales. Ces infections contractées à l'hôpital, elles sont un défi mondial, mais en Afrique, elles prennent une dimension préoccupante et dans un contexte souvent marqué par parfois le manque de ressources, il faut le dire. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste, un infectiologue et expert des questions de santé hospitalière, le docteur Ilyes El-Khamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Je vais bien docteur, merci. Et la santé, comment va-t-elle? Ça va, merci. D'abord docteur, que désigne exactement le terme infection nosocomiale? Alors, infection nosocomiale, ça vient du mot grec ancien, nosos, qui est maladie, et komen, qui est soigné. Donc, actuellement, on ne parle pas d'infection nosocomiale, on parle d'infection liée aux soins. D'accord. Donc, ce sont des infections qui sont induites après une hospitalisation ou un geste thérapeutique. Donc, D'accord. concrètement, c'est le guérisseur, c'est le soignant qui va transmettre cette infection au patient. On parle d'infection communautaire quand le patient est infecté en dehors de l'hôpital. On parle d'infection nosocomiale quand il est infecté dans un dispensaire, dans un hôpital, après une injection, après un geste. Donc, infection nosocomiale, on dit infection liée aux soins. C'est un problème très grave parce que déjà que c'est fréquent, ça devient de plus en plus fréquent. Et qui dit infection contractée à l'hôpital ou dans une unité de soins, dit infection souvent résistante aux antibiotiques. Ah oui, c'est ce qui donne Voilà. cette délicatesse. Vous l'avez bien précisé, donc il s'agit d'une infection qu'on attrape lors d'une hospitalisation alors qu'on venait pour se soigner d'autre chose et qu'elle survient généralement au bout de, si je ne me trompe pas, de 48 heures d'hospitalisation ou après un acte médical, docteur. Au moins 48 heures. D'accord. Est-ce un phénomène qui touche uniquement les hôpitaux ou aussi les cliniques et structures privées? Très bonne question. Alors, Merci. ça, c'est les hôpitaux, que ce soit le bloc opératoire, que ce soit les unités d'hospitalisation, que ce soit un dispensaire, que ce soit un cabinet privé, que ce soit une unité de soins, une infirmerie, même une infirmerie D'accord. dans une école ou dans un lycée, si on contracte à l'intérieur après un geste, c'est une infection nosocomiale. D'accord. Ça peut être suite à une intervention chirurgicale, soit après un séjour en réanimation, une hospitalisation, comme tu as dit, pour autre chose. Je peux rentrer pour une fracture et choper, entre parenthèses, une infection nosocomiale. D'accord. Ça peut même, quand je vais chez un médecin pour faire une injection, par exemple de l'extensiline ou autre injection, je peux choper une infection nosocomiale. Donc ça peut être de la plus petite structure de santé avec une infection qui n'est pas grave, jusqu'à la choper à l'hôpital ou dans une intervention chirurgicale avec une infection très grave. D'accord. Donc, Tout ça, on appelle ça une infection nosocomiale ou une infection liée aux soins. Donc tout est concerné. Tout est concerné. Tous les centres de santé. D'accord. On entend souvent parler d'infections post-opératoires. Est-ce que ce sont aussi les infections nosocomiales? Oui, mais évidemment. On peut s'infecter pendant l'intervention chirurgicale. D'accord. Par exemple, il y a un problème d'hygiène. Le chirurgien, en vous opérant, il peut vous transmettre un microbe. Comme c'est pas le chirurgien lui-même, mais c'est l'infirmière après l'hospitalisation, après l'intervention ou avant l'intervention, elle peut vous toucher, vous transmettre un microbe. Vous savez que pendant la période Covid, on avait même des infections Covid nosocomiales. C'est quoi? Par exemple, il y a un patient qui est hospitalisé par une appendicite. D'accord. Et l'infirmier ou le médecin est contaminé par le Covid. Il ne prend pas les mesures nécessaires, à savoir le masque chirurgical. Il parle avec son malade.
le malade est rentré pour une appendicite, il sort avec un Covid. Mhm. Donc c'est un Covid qui n'est pas communautaire, c'est un Covid qui est nosocomial. D'accord. Voilà. On comprend mieux. Donc les infections après une opération, même quand on parle des abcès, les infections de plaies, ils font aussi partie de ces infections, docteur. Alors il y a tellement d'infections nosocomiales. Ça prend plusieurs formes. Oui, ça peut être par voie aérienne. J'ai le Covid, je transmets à mon malade, c'est une infection nosocomiale. Ça peut être dans les services de maladies infectieuses. C'est là, moi je dirige un service de maladies infectieuses, il faut faire très attention. Il y a certains malades qu'on ne peut pas mettre avec d'autres. Je ne peux pas mettre un malade qui a la tuberculose pulmonaire avec un autre malade qui a la méningite, parce qu'il va le contaminer. C'est une infection nosocomiale. Justement. Et si on parle de... Oui. Et si on ça parle peut de être ces... au cours de soins, ça peut être au cours de soins. Je demande à l'infirmier de faire une prise de sang, il peut contaminer le malade. D'accord. De faire une voie d'abord, il peut contaminer le malade. De faire une injection intramusculaire dans la fesse, il peut induire un abcès de la fesse, une infection nosocomiale. Bien sûr, tout ce qui est intervention chirurgicale, il y a un risque d'infection nosocomiale. Il y a pire, le pire, c'est quand on fait des interventions chirurgicales avec l'installation de prothèses, par exemple. Ah oui. De prothèses de la hanche, de prothèses du genou, ou au pire, des valves cardiaques, des prothèses cardiaques. Là, on peut choper une infection nosocomiale jusqu'à une année après l'intervention. C'est pour ça qu'on continue à contrôler, à surveiller ce genre de malade jusqu'à une année après le geste pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'infection nosocomiale. Donc, il y a un exemple qui est très très fréquent, c'est la sonde urinaire. Il y a des patients, quand le patient il est inconscient, méningite ou AVC ou qui ne peut pas bouger, on va sonder le malade pour qu'il urine. Et si on ne respecte pas les règles d'hygiène, on peut induire une infection urinaire par des sondes urinaires, une infection nosocomiale. Et les malades qui sont complètement inconscients, qu'on doit intuber, c'est-à-dire introduire un tube pour les aider à respirer dans la gorge. Et là, on peut induire des infections respiratoires nosocomiales. Donc, vous voyez qu'il y a tellement d'infections nosocomiales, c'est très riche et complexe. Merci pour cette précision. Donc, si on parle aussi de ces germes ou bactéries qui sont les plus responsables, on va dire, de ces infections en Afrique, vous en dites quoi, docteur? Alors, les plus fréquents, c'est l'Escherichia coli, dans les infections urinaires, après sondage. C'est très, très fréquent. Il y a le staphylocoque qui est présent sur notre peau. Et si on ne prend pas les mesures adéquates, quand on pique un malade, et vous savez que c'est des gestes qui sont très fréquents, faire des prélèvements, faire une voie d'abord, etc. Si on ne respecte pas l'hygiène, on peut transmettre ce genre de microbes qui sont sous la peau à pénétrer à l'intérieur du corps et induire des infections graves. Il y a les entérocoques, il y a le pneumocoque, et il y a des bactéries, surtout dans les services de réanimation, où on a l'habitude d'utiliser des antibiotiques très... Des bactéries multirésistantes. Donc on a des bactéries multirésistantes. C'est inquiétant. Et c'est ce qui caractérise les infections nosocomiales. C'est le plus souvent, c'est des bactéries résistantes, voire multirésistantes. Voilà. Et c'est ça le danger. Moi, quand j'ai un patient qui fait de la fièvre, il me dit j'ai fait une injection. Si il l'a faite à la maison ou elle l'a faite à l'hôpital, c'est pas du tout la même chose. S'il me dit je l'ai faite à l'hôpital, le risque, il est éminemment plus grand. Plus grand. Certains hôpitaux manquent d'équipement ou de personnel. Est-ce que c'est un facteur qui aggrave le risque? J'imagine que oui. Oui, malheureusement. Soit c'est des infirmiers, surtout des stagiaires, qui n'ont pas encore été bien formés comment utiliser pour éviter d'inoculer des microbes aux patients. Il y a les médecins aussi qui sont responsables, qui utilisent de manière anarchique des antibiotiques, qui vont donner les antibiotiques les plus forts, les plus puissants, alors que c'est une mauvaise politique, parce que quand on va utiliser ce genre d'antibiotiques, après on va induire des bactéries multirésistantes. Et malheureusement, il y a aussi les patients qui manipulent les voies d'abord, qui manipulent ce genre ne respectent pas l'hygiène. Ils sont en train de manipuler, de triturer tout ce qui est plaie, par exemple.
Voilà, donc ce sont mais l'élément le plus important, c'est l'hygiène à l'intérieur de l'hôpital. La stérilisation, une eau potable dans des structures, voilà, qui... Voilà, l'eau et du savon, solution hydroalcoolique, se laver les mains souvent, et pas au matin et après soir. Normalement, on se lave les mains après chaque patient, entre chaque patient. Parce que si j'examine un patient A et je ne me lave pas la main, je vais examiner un patient B, je peux transmettre les bactéries et les microbes du patient A vers le patient B directement. Donc on doit se laver les mains entre chaque patient ou au moins utiliser une solution hydroalcoolique. Quand on fait des gestes comme les ponctions pleurales, ponctions lombaires, il faut utiliser un matériel stérile. Quand je dis matériel stérile, c'est-à-dire le plateau qui est stérile, les gants stériles, la bétadine, les compresses stériles, tout doit être stérile. On peut pas, et surtout les soignants un peu âgés qui ont un peu tendance à minimiser le risque. C'est comme les conducteurs. Vous voyez, les jeunes conducteurs, ils ont tendance à respecter le code de la route. Les vieux conducteurs, les conducteurs aguerris, parfois, ils ont tellement confiance qu'ils accélèrent un peu. Et ce genre de... C'est la même chose. Hein. On hésite un peu à se laver les mains. On n'utilise pas du matériel. Il ne faut jamais larguer les bonnes habitudes. Voilà, parce que d'habitude, on n'a pas de problème, donc on se dit, oh, ça va passer. Oui. Et on peut malheureusement induire des problèmes. Donc oui, le manque de matériel, de stérilisation efficace et parfois même d'eau potable dans les structures de santé peut favoriser ces infections. On parle de bactéries. Moi, ce qui m'a intrigué, quand on a parlé des bactéries multirésistantes, est-ce que, docteur, est-ce que le mauvais usage des antibiotiques y est pour quelque chose ? Ah oui, à 80% des cas, c'est la mauvaise utilisation d'antibiotiques. Moi, je suis infectiologue, donc on est les médecins référents des antibiotiques et on n'aime pas utiliser les antibiotiques. On veut les laisser que pour les cas sévères. Moi, je te donne un exemple. Ça fait plus de 13 ans que je suis médecin infectiologue et quand je prends des antibiotiques comme l'imipenem, par exemple, je l'ai utilisé 3 fois dans ma vie. D'accord. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas l'utiliser, je veux le laisser que pour les cas graves, que quand il n'y a pas de solution. Malheureusement, il y a d'autres confrères, d'autres spécialités qui ont tendance à l'utiliser facilement, parce que c'est efficace. On sait que c'est efficace, mais c'est pas la meilleure des solutions, parce que le jour où il y aura des résistances à l'imipenem, on n'aura plus rien à donner. C'est ça. Et malheureusement, on continue à avoir des ECBU, donc des examens cytobactériologiques des urines, avec des bactéries où sur la liste, l'antibiogramme, c'est écrit R partout. Donc c'est résistant à l'amoxicilline, à l'augmentin, au claforan, à l'imipenem, à la colistine, etc. Et là, on n'a plus de solution, on ne peut plus rien donner. Donc c'est bien ça. En Afrique aussi, l'automédication et l'utilisation abusive d'antibiotiques favorisent ces bactéries résistantes, ce qui complique les traitements, vous le dites docteur. Mais sinon, quels sont les services hospitaliers, on va dire, les plus à risque ? Alors les plus à risque, c'est simple, c'est la chirurgie. Pourquoi ? Parce que qui dit chirurgie, un corps qui est ouvert. Plaies thoraciques, plaies abdominales, etc. C'est normal. C'est pas pour blâmer les chirurgiens. On est dans la vulnérabilité. Voilà, leur travail, et c'est comme ça, c'est d'ouvrir le corps. Donc la chirurgie, la réanimation. Pourquoi ? Parce qu'on a des malades lourds, des malades qui sont entre la vie et la mort. Les maternités aussi. Alors un peu moins. Mais c'est surtout la réanimation parce que c'est des malades qui sont très graves, des polytraumatisés, victimes d'accidents de la circulation, qui ont à la fois plusieurs fractures, qui ont des hémorragies internes, des hémorragies externes. Donc le patient, on agit rapidement pour lui sauver la vie, et parfois on ne respecte pas toutes les conditions. Donc c'est les services d'oncologie, malheureusement, parce qu'on fait de la chimiothérapie tous les jours. C'est des patients qui sont déjà immunodéprimés à cause de la chimiothérapie, donc ils sont plus sensibles à choper n'importe quel germe. Tout ce qui est immunodépression, les VIH-Sida, dans les services d'infectiologie. Le service d'infectiologie
parce qu'on a des pathologies infectieuses diverses et on peut contaminer l'infirmier, contaminer le médecin ou contaminer les autres malades. Vous savez, dans mon service, actuellement, j'ai des malades qui ont la tuberculose, j'ai des malades qui ont la méningite, j'ai des malades qui ont la diphtérie, j'ai des malades qui ont le paludisme. Donc, vous voyez que dans le service maladie infectieuse, bien sûr, le risque, il est aussi important. Donc, ce sont les services les plus touchés. Les services les moins touchés sont les services de médecine interne, par exemple, de dermatologie, de pédiatrie, de cardiologie, qui sont moins concernés. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques, mais le risque existe. Merci pour cette information. On comprend que les services de réanimation, surtout les blocs opératoires, sont en première ligne. Peut-on dire que les nouveau-nés en Afrique sont particulièrement vulnérables, si on peut y revenir brièvement? Alors les nouveau-nés, oui, parce qu'un nouveau-né, déjà, il est fragile et on va lui couper le cordon ombilical. On peut lui transmettre des maladies, que ce soit des infections néonatales, que ce soit le tétanos congénital, on en a parlé dans une autre émission. Et puis le nouveau-né, il est fragile d'emblée, donc il peut être contaminé. Il peut passer par la filière de la femme, la filière génitale au cours de l'accouchement, et choper le syphilis ou choper une infection des yeux. Donc malheureusement, vu les conditions d'hygiène dans certaines régions d'Afrique et le manque de moyens et le manque de vaccination, le nouveau-né, il est vraiment... Même le système immunitaire, il est fragile à ce moment-là. C'est pour ça que malheureusement en Afrique, on a les taux les plus élevés au monde de mortalité néonatale. D'accord. Est-ce qu'on a des statistiques fiables en Afrique sur les infections nosocomiales, docteur? Non, malheureusement, on n'a pas de statistiques fiables. Je te dis pourquoi. Parce que, vous savez, une infection, pour prouver que c'est nosocomial, c'est un peu compliqué. Même dans certains pays européens ou de certains pays développés, parfois, pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité civile, une responsabilité pénale de l'hôpital. Attention. D'accord, ça veut dire? Ça veut dire qu'un patient qui a chopé une infection nosocomiale peut attaquer en justice l'hôpital où il a été infecté. D'accord. Mais l'hôpital, il va exiger une enquête pour être sûr que c'est une infection nosocomiale. Il peut dire que non, ce patient a été infecté au marché, ou infecté chez lui, etc. Donc, il y a un comité qui va se réunir, qui va suivre les soins, qui va faire des prélèvements, les prélèvements que ce soit chez le patient ou même dans l'environnement du patient. On va faire des prélèvements dans la chambre du malade, on va prélever les mains des soignants, etc. Donc, et parfois, parfois, on a la preuve que il a été contaminé dans un certain service, un certain hôpital, et l'hôpital va être condamné à payer une amende. Pour le patient. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas ce genre de moyens pour prouver, pour avoir des statistiques fiables sur les infections nosocomiales. On dirige nos moyens surtout pour guérir les patients au lieu de faire des enquêtes épidémiologiques. Au lieu d'aller vers... Voilà, on va faire ce qu'on appelle des enquêtes écologiques pour voir quels sont les germes qui sont en train de proliférer dans tel ou tel hôpital, dans tel ou tel service. Malheureusement, il faut beaucoup de moyens. Pourtant, c'est important. Et certains pays d'Afrique ne peuvent pas se permettre. Donc, si je comprends bien, docteur, les chiffres sont encore difficiles à obtenir, mais certaines études parlent de taux pouvant aller jusqu'à 15% dans certains hôpitaux africains, ce qui est alarmant. Vous en dites quoi? Moi, je dirais que c'est le minimum. C'est le minimum, c'est 15%. Ça, c'est les cas qui ont été prouvés. Il reste encore des milliers de cas qui n'ont pas été prouvés. Donc, voilà, les statistiques ne sont pas justes. Donc, vous avez parlé aussi des conséquences sur les patients et les familles, les personnels. Les personnels soignants sont-ils eux aussi, on va dire, exposés? Bien sûr. Toute infection contractée à l'hôpital. Vous aviez parlé de ce qu'on appelle le masque, des moyens de prévention. Oui, il faut penser aux centaines de milliers de soignants, des médecins, des infirmiers qui ont été contaminés par le Covid pendant l'exercice de leur fonction. Moi, par exemple, j'ai eu le Covid à l'hôpital parce qu'il y avait des dizaines et dizaines de malades que j'ai traités. Et même si je prends le plus grand des soins, parfois je n'échappe pas. Vous savez très bien que le Covid a été très, très contagieux, surtout l'Omicron. Donc, ce que j'ai contracté, c'est une infection nosocomiale. Je ne parle pas aussi des accidents d'exposition au son.
un infirmier qui va se blesser avec une seringue d'un malade qui En porte faisant un l'hépatite prélèvement. B ou le VIH et qui peut le contracter, c'est une infection nosocomiale. Une femme de ménage, par exemple, qui travaille à l'hôpital, si elle fait le ménage toute la journée, elle peut se contaminer en étant en contact avec un patient, ou faire la bise à un patient, ou faire la bise à Je pense, docteur, que c'était inéluctable pour vous. Hein. Je rappelle que vous êtes infectiologue. Hein. Oui, malheureusement, c'est les risques du métier. Le risque dans mon service il faut le rappeler. Élevé. Il est plus élevé. Moi, je prends des précautions, évidemment. Le masque chirurgical, les gants, je me lave les mains souvent. La tenue de travail, elle n'est pas la même. Dieu merci, moi, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Il y a l'expérience aussi. Mais tout soignant peut contracter une infection nosocomiale pendant sa fonction. Merci pour cette précision. Donc les soignants eux-mêmes peuvent contracter ou transmettre ces infections, d'où l'importance des mesures d'hygiène strictes, vous le dites docteur. Mais quels sont les gestes simples mais efficaces pour prévenir ces infections? Alors, il y a plein de gestes. L'hygiène surtout, l'hygiène. Alors, là où il faut vraiment faire attention, c'est le bloc opératoire. D'accord, oui, on l'a dit. L'hygiène de la salle opératoire. L'hygiène du matériel qui doit être parfaitement stérilisé. Les tenues des soignants, des chirurgiens, des anesthésistes, il faut que ce soit des tenues stériles. C'est ça. On peut pas s'habiller en tenue de bloc, aller prendre un café à l'extérieur et revenir opérer le patient. On peut pas. On doit s'habiller à côté du bloc, c'est-à-dire avec des vêtements stériles. Le lavage des mains, il y a un protocole spécifique pour les chirurgiens. On se lave pas les mains avant d'opérer, comme on se lave les mains avant de manger. On va ne pas toucher le robinet, on se lave de la main jusqu'au coude. Puis, si vous voyez dans les séries, dans les films américains, j'y vois. On va lever les bras en haut. On va lever les bras en haut. On va rester les bras en haut. Exactement, jusqu'au coude. Et on ne touche pas le robinet. On touche pas les poignets. Déjà, généralement, les robinets sont automatiques. Ils s'éteignent, ils s'allument. Oui, c'est par les pieds. C'est par les pieds. Soit c'est par laser. Soit on appuie avec le pied. D'accord. On ne pas toucher avec la main. Avec les pieds, je savais pas. C'est des portes qui n'ont pas de poignée, c'est-à-dire on pousse la porte avec le dos ou avec le coude. Il y a des serviettes stérilisées. On est habillé par une autre personne pour ne pas toucher. Donc vous voyez, il y a un protocole très très strict. Dans la majorité des cas, on donne un antibiotique avant l'opération. C'est ce qu'on appelle une antibiothérapie préventive. Ça, par exemple, c'est dans le bloc. Dans l'unité de réanimation, on doit s'habiller de manière stérile, on va faire attention aux gestes, on limite les visites. Si vous voyez dans les blocs, par exemple, on ne peut pas rentrer, même si on est médecin, si on n'est pas habillé. Dans les unités de réanimation, on ne laisse pas la famille visiter le malade. Dans les structures les plus développées, on a juste un verre, donc une fenêtre pour regarder, on ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Tout simplement. On ne pas contaminer. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses. Les soignants, même dans les services les moins touchés, il faut se laver les mains souvent, l'eau et au savon, entre deux patients, ou au moins utiliser de l'alcool, qu'on appelle ça. Moi aussi, j'ai oublié. Solution. Voilà, solution hydroalcoolique. Ah oui, exactement. Et attention aux soignants, tout ce qui est bague, tout ce qui est bracelet, tout ce qui est bijoux, montre. Ça porte des microbes. Il vaut mieux éviter pendant le travail. Et les chaussures, il faut utiliser des chaussures couvrant les pieds. Faut pas utiliser tellement de gestes très très simples, mais encore faut-il qu'ils soient respectés partout. Il nous reste quelques secondes, docteur. Y a-t-il des initiatives africaines ou internationales pour lutter contre ce fléau? Alors déjà, respecter les protocoles. Je viens de dire, mais il y en a beaucoup de protocoles, il faut respecter à la lettre. Éviter d'utiliser anarchiquement les antibiotiques pour éviter d'avoir des bactéries multirésistantes. Et donner plus de moyens à l'hôpital, tout ce qui est
c'est-à-dire des produits d'hygiène. D'accord, docteur, mais c'était pas ma question. Je pense que vous m'aviez mal compris. Oui. Est-ce qu'il y a des initiatives africaines ou internationales pour lutter contre ce fléau? Oui, il y a des comités pour la... Des programmes, par exemple, comme antibiotiques. ceux de l'OMS ou de certaines ONG. Oui, l'OMS a un programme pour les bactéries multirésistantes, les résistances bactériennes, tout ce qui est protocole de soins pour diminuer l'utilisation anarchique des antibiotiques, et bien sûr, pour préparer des protocoles à respecter dans les blocs opératoires, dans les réanimations, Très bien. et donner plus de moyens, et voilà, et inventer de nouveaux antibiotiques, mais ça, c'est très, très difficile. D'accord. C'est pas On la espère, priorité des laboratoires. on espère, mais c'est quand même encourageant qu'il y a des programmes qui existent, mais encore, il faut le dire, ils doivent être renforcés et adaptés aux réalités mondiales et aux réalités africaines. Merci Exactement. beaucoup, docteur Ilyes Hamouk. Je rappelle encore une fois que vous êtes infectiologue. Merci pour ces éclairages. Les infections nosocomiales ne sont pas une fatalité. C'est une question d'organisation, de formation et de moyens, mais surtout d'une volonté collective pour que nos structures de santé soient des lieux de guérison, pas de contamination. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À très vite dans Santé Mag Afrique. Et n'oubliez pas de checker nos numéros et ce numéro sur nos réseaux sociaux Ifriqiya FM.